Eh bien, merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici pour répondre à cette question un peu compliquée. Est-ce que les ordinateurs vont-ils remplacer votre rhumatologue? Alors, c'est peut-être la dernière fois que vous me verrez, et la prochaine fois, c'est un ordinateur qui fera le topo à ma place. Alors, ça aura peut-être des avantages si l'ordinateur nous remplace. Déjà, on sera peut-être plus en retard, puisque l'ordinateur, lui, ne sera pas en retard, alors que le rhumatologue est souvent en retard parce qu'il vous pose aussi plein de questions. Puis l'ordinateur aura peut-être aussi toujours raison, mais c'est un peu pénible quand même, les choses qui ont toujours raison et réponse à tout. Puis surtout, moi, je crois qu'il y aura une perte pour le rhumatologue s'il est remplacé par l'ordinateur, c'est qu'il ne pourra plus profiter des boîtes de chocolat que vous nous amenez. Ça, c'est quand même dommage. Nous, on apprécie l'ordinateur, lui, il l'appréciera pas trop. Bref, c'est une question intéressante. Bon, c'est pas pour demain, quand même, je vous rassure. Et puis heureusement, nous, on va garder notre travail pendant encore un petit moment. Mais c'est une question quand même qui se pose. On va voir pourquoi. Alors, si j'arrive à passer les diapos, voilà, très bien. Ça, c'est les conflits d'intérêts. Vous avez l'habitude. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Pourquoi on s'est posé cette question du rhumatologue qui peut être remplacé par la machine? Tout simplement parce que l'intelligence artificielle se développe. C'est un concept assez nouveau. Et j'ai demandé, vous connaissez ChatGPT? On a entendu parler. Hein. Du coup, j'ai dit, mais je vais me poser la question, c'est quoi ChatGPT, l'intelligence artificielle? Et il m'a donné une définition qui est plutôt bonne, je trouve. Ça vise à créer des machines qui peuvent penser, apprendre à résoudre des problèmes de manière similaire à un être humain. C'est un peu ça, l'intelligence artificielle, c'est apprendre à des machines un peu à avoir une réflexion comme un humain. Donc c'est quand même pas quelque chose de facile. Conceptuellement, c'est très intéressant. Enfin, vous savez, quand même, le cerveau humain, c'est très complexe. La machine peut être aussi très complexe, mais de là à lui faire penser comme un humain, il y a quand même, à mon avis, un chemin important. Alors après, il y a des techniques d'intelligence artificielle. Je suis désolé, je suis un peu obligé d'en parler parce que c'est finalement à partir de ça que ça va se développer. Et donc, vous allez apprendre, vous allez entendre ces mots. Pas forcément dans le domaine que de la médecine, mais vous allez voir, il y a des applications multiples, déjà sur Internet, puis après dans la vie de tous les jours, les voitures autonomes. On va vous donner quelques exemples après d'applications possibles de l'intelligence artificielle, mais ça va arriver dans notre vie quotidienne, en plus d'arriver en médecine. Donc finalement, il y a des techniques d'intelligence artificielle qui vont permettre aux ordinateurs de mieux comprendre, de traiter et d'analyser les manières des données de manière autonome, c'est-à-dire par eux-mêmes, sans l'aide d'humains, en utilisant des méthodes, alors on va revoir ces termes, l'apprentissage automatique, c'est la machine qui va apprendre à avoir un comportement entre guillemets humain, ce qu'on appelle la machine learning, puis à l'apprentissage profond avec des systèmes comme des neurones, exactement comme dans le cerveau humain, et puis ensuite la vision par ordinateur, ça va être très utile, on va voir une application sur une vidéo après, et puis le traitement du langage naturel et bien d'autres, par exemple, la machine pourrait, en nous entendant parler, retranscrire et refaire certaines activités. Donc ça aussi, ça pourrait être éventuellement intéressant. Et donc toutes ces techniques que je vous décris, elles vont permettre au système informatique de prendre des décisions par elles-mêmes, de résoudre des problèmes, de reconnaître des schémas et puis s'adapter. Il y a une capacité d'adaptation parce qu'une fois que la machine est confrontée à un problème, si elle résout le problème, elle s'adapte, elle ne veut pas retomber sur le problème la prochaine fois, un nouveau problème va se poser, etc., jusqu'à ce qu'elle arrive finalement à résoudre tous les problèmes. Donc voilà, j'ai schématisé un peu les trois niveaux à ce jour d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est ce que je vous ai dit, c'est les techniques qui visent aux machines à imiter une forme d'intelligence humaine. Donc c'est des algorithmes qui sont exécutés dans un environnement informatique. Puis vous avez le machine learning. Donc ça, c'est la machine qui va apprendre à exécuter des tâches pour lesquelles elles n'ont pas été explicitement programmées au départ. C'est l'homme qui va aider à programmer la machine à exécuter ces tâches. Et puis ensuite, elle va pouvoir s'étendre de plus en plus et ensuite faire une analyse de données qui sont monstrueuses et qu'un humain aurait du mal à faire, par exemple. Et puis après, il y a le système de deep learning. Et je vous ai mis, c'est exactement la même chose que le système des neurones, des axones dans le cerveau humain. Donc c'est dérivé de ça, du machine learning. C'est pour ça que c'est un petit noyau rouge là, dans le machine learning. Et donc, la machine apprend par elle-même avec différentes sous-couches d'apprentissage, exactement comme le système des neurones humains. Donc vous voyez, ça va quand même très très loin et ça permet d'imaginer énormément ensuite d'applications. Alors c'est là où c'est plus intéressant parce que le principe finalement c'est très compliqué, il faut être bioinformaticien, avoir une formation très quand même complexe et même nous en tant que médecins on n'est pas capable de comprendre tout ce qui se fait dans l'intelligence artificielle. Et par contre les applications, ça va être assez intéressant parce que ça va permettre par exemple des reconnaissances d'images et pour nous ça a un intérêt par exemple en imagerie, les radios, on vous fait faire beaucoup de radios pour évaluer vos rhumatismes ou faire de l'échographie et puis après si on veut faire des études sur plein de radios
dans des centres à Paris, puis après en France, puis après même plus loin, le fait d'avoir des machines qui sachent interpréter les radios de manière fine, ça peut nous aider à analyser plus de données. La traduction automatique, ça vous le vivez tous les jours. Maintenant, il y a des applications qui permettent de traduire en temps réel. Même, moi, je pense à mon fils qui a du mal à apprendre l'anglais. Bon, s'il veut se faire comprendre, il parle en français dans son téléphone, et puis pouf, il monte le téléphone, et puis ça traduit automatiquement. Il arrive à s'en sortir, chose qu'on était incapable de faire il y a quelques années. Et puis après, la recommandation de contenu, ça, vous avez tous vécu ça, vous êtes en train de surfer sur Internet, et puis vous êtes allé voir un magasin, je sais pas, un magasin de vêtements, quelque chose, et puis après, vous allez sur Internet, et hop, on vous suggère exactement la même chose. Et donc ça aussi, c'est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle. La conduite autonome, ça va être intéressant, ça limitera peut-être les accidents encore plus. Et puis après, ça va arriver en médecine, c'est ce qui nous intéresse, enfin, à titre personnel, ce qui m'intéresse le plus. Et puis après, la finance, la robotique, etc. Mais il y a plein d'applications. Après, j'ai été un peu vite. Ce sont des exemples. Donc par exemple, là, c'est des systèmes pour apprendre aux voitures tout l'environnement pour la conduite autonome. Et puis ça arrive même dans des domaines tels que l'art. Ça veut dire même si le professeur Miceli est une super photographe, etc., avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire mélanger des images et refaire des choses encore plus extraordinaires. Alors on perdra sans doute le naturel, mais l'intelligence artificielle se développe dans le domaine des arts musicaux, des arts photographiques, etc., etc. Donc vous voyez, ça couvre un champ d'application hyper large. Alors un exemple qui va être intéressant, qui est la reconnaissance, et c'est un peu de la conduite autonome, mais c'est par exemple quelque chose qui se développe. Vous connaissez les chiens guides d'aveugles. Donc on sait que les chiens guides d'aveugles, c'est très compliqué à former, il faut des années. Et puis ensuite, il y en a très peu, il faut des centres de formation. Donc il y a quand même des limites. Et on s'est posé la question, est-ce que l'intelligence artificielle et le développement d'un robot, par exemple, ne pourrait pas aider à remplacer le chien guide d'aveugle ? Donc il y a des stratégies qui sont vous voyez, un robot qui va apprendre par les techniques de machine learning, deep learning, à reconnaître les obstacles et va pouvoir guider la personne aveugle. Alors après, c'est beaucoup moins sympa en termes de câlin et d'interaction. Ça, c'est sûr que l'interaction avec le chien robot va être assez limitée et beaucoup moins sympa qu'avec un chien. Il fera peut-être quand même moins de bêtises dans la maison. Mais néanmoins, vous voyez qu'il y a des applications possibles. Et ça va permettre de diminuer le temps d'attente, parce qu'il y a un temps d'attente très long des personnes aveugles pour avoir un chien guide. Et là, le fait qu'il y ait ces robots va permettre d'aider et de gagner du temps pour pouvoir bénéficier de guides. Après, il y a aussi peut-être un autre avantage, entre guillemets, c'est, vous savez, les chiens guides, quand ils rentrent dans les magasins, souvent, les commerçants ou dans les cinémas, ils les virent un peu en disant que les animaux ne sont pas autorisés, même pour un chien guide. Le robot guide, il lui fait peur avec son look de Terminator. Lui, à mon avis, il pourra rentrer dans les magasins, il n'y aura pas de problème. Donc en médecine, l'intelligence artificielle arrive. Après, la grande question, est-ce que ça va nous remplacer ? Je l'aborderai un peu après, mais c'est vrai qu'il y a des possibilités d'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine. Déjà, pour la médecine préventive, essayer de prédire la survenue d'une maladie. Si on donne à l'ordinateur plein de données génétiques, plein de données sur les âges de survenue des maladies, les facteurs de risque, le tabagisme, etc. Et si on lui fait mouliner tout ça, peut-être qu'il va arriver pour une personne à lui prédire ou pas si elle va développer une maladie. Donc ça paraît très intéressant. Donc c'est du domaine du possible dans le futur. Le domaine de précision, ce qu'on appelle la médecine personnalisée, on sait que chaque patient est unique. Comme disait Corinne tout à l'heure, c'est vrai que les réponses, c'est des courbes de Gauss, mais on sait qu'un patient n'est pas égal à un autre par rapport à la manière dont il va répondre au traitement, la manière dont va s'exprimer sa maladie, la manière dont il va le ressentir. Donc c'est vrai qu'il faut personnaliser les approches. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle pourrait aider à gagner en précision et à plus encore personnaliser l'approche. Aider à la décision. Bon, ça c'est l'idée de se dire qu'on a besoin d'une aide pour le médecin pour améliorer sa prise de décision. Les robots compagnons, donc je vous ai donné un exemple, ça peut être utile pour les chiens guides, les robots chiens guides d'aveugles. La chirurgie assistée par ordinateur, ça c'est déjà le cas, je vous montrerai une vidéo également. Et puis également la prévention en population générale. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on aurait prédit l'épidémie, la pandémie covidienne ? Ça, je ne sais pas, mais c'est un peu l'idée de se dire qu'avec des données de masse vraiment multiples, là l'ordinateur, lui, peut encaisser des tonnes de données qu'un humain n'est pas capable de faire, mais peut-être avec ça, on sera capable d'anticiper une épidémie, une future épidémie. Bon, je ne le souhaite pas, hein, bien sûr, mais si ça devenait survenir, peut-être qu'on aurait plus d'outils avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est les concepts. Il y a des exemples pratiques qui existent déjà. Hein. Donc là, les robots pour guider la main du chirurgien, je vais vous en parler juste après. Par exemple, en anatomopathologie, il y a ce qu'on appelle les lames virtuelles. Vous savez, on fait parfois des biopsies, on prélève un petit bout de tissu, on le met sous une lame, et puis après, il y a un anapathe qui regarde. Et le fait de numériser les lames, de les mettre, ça permet
d'être scruté, déjà de partager beaucoup plus, parce qu'envoyer des lames qui sont en paraffine, c'est quand même compliqué. Là, grâce au système, ça permet d'être envoyé, la numérisation permet d'envoyer à d'autres collègues pour une analyse dans des cas difficiles. Et puis surtout, ça permet un stockage beaucoup plus facile, et puis des analyses à l'aide d'ordinateurs que l'œil humain n'est parfois pas capable de faire. En cancérologie aussi, on sait que la cancérologie, il y a beaucoup de données génétiques, de données de biopsie de tumeurs, il y a énormément de données qu'il faut intégrer, et l'intelligence artificielle, ça permet d'aider pour le diagnostic et le pronostic des cancers. Et puis la radiologie, ça aussi, ça c'est sûr que c'est déjà une révolution pour l'analyse des images, parce que là, c'est très avancé déjà sur ce qu'on est capable de faire, parce que ça permet d'augmenter la puissance des ressources de calcul, la sophistication des plein d'algorithmes. Et donc, les images sont aussi de bien meilleure qualité aussi. Et puis, l'analyse est aussi facilitée par les ordinateurs. Et puis, en ophtalmologie aussi, maintenant, on sait que c'est très compliqué de voir un ophtalmo, déjà même aussi en France. Les délais de rendez-vous sont très longs. Donc, il y a déjà certaines situations où l'ophtalmo n'est plus nécessaire pour les dépistages de routine. C'est la machine qui le fait. C'est qu'en cas d'anomalie que l'ophtalmo intervient. Donc, par exemple, pour la détection de fractures, il y a déjà des logiciels d'intelligence artificielle qui sont déjà mis en place. Alors, il y a encore du progrès à faire parce que ce n'est pas du 100%, mais la machine apprend, elle va devenir de plus en plus fiable pour le dépistage des fractures, mais c'est déjà des choses qui sont en cours, notamment dans les services d'urgence. Et puis là, je vous donne aussi quelques exemples de chirurgie assistée. Donc là, il y a du son. Là, c'est l'utilisation des robots. Et vous allez voir, c'est quand même relativement intéressant. Le CHU Hôpitaux de Rouen entre dans une nouvelle ère de la chirurgie qui place la qualité des soins et le confort des patients au cœur même de ses préoccupations. Donc ça demande quand même de l'humain, parce que même s'il y a un robot, vous avez vu quand même qu'il y a des personnes qui sont quand même nécessaires à l'application. ORL et cardio-thoracique disposent de la dernière génération de robots chirurgicaux dans le cadre de leurs activités. Cette technologie de pointe permet de réaliser des interventions chirurgicales complexes et délicates de manière moins invasive grâce à de petites incisions. Donc il n'y a pas des grandes nécessités d'ouvrir beaucoup. D'un côté, le patient allongé sous une machine munie de 4 bras articulés, de l'autre, une console avec pédales et manettes pilotée par un chirurgien. La tête plongée dans sa console, les yeux rivés sur une image agrandie en 3D, le chirurgien commande des instruments chirurgicaux miniaturisés de 5 mm fixés sur les bras articulés. Ces bras augmentent l'amplitude des gestes chirurgicaux grâce à leur rotation à 360 degrés, ce qui permet au chirurgien de réaliser des mouvements infaisables auparavant et d'éliminer tout tremblement. Le professeur Christian quand même, le tremblement, on est d'accord, chef du service d'urologie, nous en dit plus sur les avantages de cette machine. Oh, je passe. En tout cas, le gros avantage du robot... Continuez à parler. Non, c'est bon. Donc, c'est quand même assez bluffant. C'est-à-dire, on arrive quand même grâce à... Alors, après, vous allez me dire, c'est plus du progrès, finalement, mécanique que de la vraie intelligence artificielle, mais on peut coupler ensuite le traitement des images de ce que voit le chirurgien pour l'aider, pour lui simplifier la visibilité, le guidage, et puis après, c'est vrai que pour l'aide technique, on arrive à faire des choses beaucoup plus précises que ce qu'on faisait avant, juste avec le chirurgien. Alors, vous posez la question, là, après, en rhumatologie, est-ce qu'il y a des applications déjà d'intelligence artificielle? C'est vrai déjà qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur la recherche sur l'intelligence artificielle. Ça, ce sont les publications scientifiques. Donc, vous voyez qu'elles ont quand même largement augmenté sur ce thème de l'intelligence artificielle en rhumatologie. Donc ça, c'est en regardant le thème machine learning, le fait que les machines apprennent grâce à ce que leur apprennent, entre guillemets, les humains. Et puis, vous avez un peu les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle, les publications d'intelligence artificielle arrivent. Donc, vous voyez que c'est beaucoup la polyarthrite rhumatoïde, et puis c'est aussi l'arthrose, le lupus. Alors, la dermatite, ce n'est pas tellement en rhumato. L'athérosclérose, c'est partie des comorbidités qu'on peut voir avec la polyarthrite. Et puis, donc en fait, pour l'intérêt de l'intelligence artificielle en rhumatologie, c'est pouvoir en fait maintenant de se dire, eh bien, très bien, on va intégrer beaucoup de données, ce qu'on appelle le big data, les données à l'ordinateur, et ensuite l'ordinateur va les analyser et va nous aider à mieux comprendre. Donc en fait, il y a plein de sources qui nous permettront d'implémenter ce qu'on appelle ce big data. Il y a les sources médicales classiques, c'est-à-dire les données de recherche, les registres, les banques de données, notamment les biobanques. Puis les sources tirées du soin, c'est-à-dire les dossiers médicaux partagés ou informatisés. On sait aussi que les données de remboursement, ce qu'on appelle le SNDS, nous donnent beaucoup de données aussi.
Et puis il y a aussi les données un peu plus involontaires. Alors bien sûr qu'ils doivent être soumis à un consentement, bien sûr, mais c'est tout ce qui est information partagée par le patient, réseaux sociaux, les applications. Et puis après, il y a tous les objets connectés, bien sûr les montres connectées, par exemple, tout ce qui permet de mesurer le rythme cardiaque, le nombre de pas, etc. Si on intègre ça à toutes les données, ça va nous permettre d'avoir énormément ensuite de données à analyser. Et c'est là où l'intelligence artificielle, l'ordinateur sera important pour pouvoir nous aider à analyser ce très très grand nombre de données qu'on va avoir. Donc pour l'instant, quelques exemples. C'est vrai que les analyses d'images, l'échographie, ça c'est quelque chose pour lequel l'intelligence artificielle arrive déjà. Et puis pour les classifications de patients, il y a aussi quelques initiatives. Donc quelques exemples. Évaluer les radiographies de polyarthrite rhumatoïde par l'intelligence artificielle, ça nous paraît très intéressant. Par exemple, vous avez un essai japonais ici où ils ont pris des images et ils ont fait cette technique de machine learning, donc d'apprentissage à la machine à reconnaître ce qui est un pincement de l'interligne articulaire, ce qu'est une érosion osseuse, pour pouvoir ensuite, pardon, j'ai été un peu vite, pour pouvoir ensuite le coder. Et ensuite, la machine est capable de reconnaître sur la radio la zone où il y aura le pincement, la zone où il y aura l'érosion. Donc ça, c'est sûr que pour nous, ça va être un gain de temps parce que si la machine nous fait l'analyse pendant qu'on est en train de discuter avec vous et qu'elle nous rend ensuite l'analyse de la radio, ça va nous faire gagner beaucoup de temps et puis ça va nous faire gagner aussi en précision. Et aussi, si le fait que l'œil de la machine va peut-être être aussi parfois plus aguerri que certains médecins. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis une autre application, par exemple en rhumatologie, c'est les reconnaissances d'images sur échographie, parce qu'on fait beaucoup d'échographies pour regarder l'inflammation des articulations. Et c'est vrai que le fait d'avoir une évaluation automatique de l'activité inflammatoire de la polyarthrite, ça va nous aider. Alors, le médecin, là, c'est plus difficile parce que les radios, finalement, elles sont souvent amenées ou elles sont analysées par un radiologue, elles sont faites dans un centre de radiologie. En échographie, c'est quand même souvent le rhumatologue qui va faire l'échographie et qui va analyser les images. Mais après, on peut imaginer que pour des stratégies de recherche clinique, quand on a beaucoup d'images à analyser, le fait d'avoir la machine et son niveau d'analyse va être très intéressant. Et puis, une dernière application qui est en cours, et là, c'est peut-être la plus compliquée, mais la plus passionnante pour nous. C'est-à-dire quand on fait de la recherche fondamentale, on a accès maintenant à des stratégies qu'on appelle des stratégies omiques. C'est-à-dire, par exemple, il y a la génomique, la transcriptomique, la protéomique. On est capable, en fait, en analysant un peu du sang des patients ou sur un tissu, on est capable, en fait, de regarder l'expression de milliers de gènes, de milliers de protéines, et avoir énormément d'informations. Alors, une fois que vous avez les informations, par exemple, de la génétique, par exemple, plus tout ce que vous avez en informations sur les anticorps, l'immunologie, les marqueurs de l'inflammation, ça génère plus les données d'imagerie, plus la clinique, vous imaginez la tonne de données qu'on a. Et en fait, notre rêve, entre guillemets, ça serait de pouvoir dire à un patient, bon, allez, vous avez une polyarthrite, vous ne répondez pas au méthotrexate, maintenant on doit vous choisir le traitement. Alors vous savez qu'on a énormément de possibilités de traitement, je pense que Corinne vous l'a bien montré sur le traitement précédent, on a plusieurs classes de biothérapie, on a énormément de choses et il faudrait pouvoir choisir le bon traitement pour le bon patient et pas simplement se dire je vais donner un anti-TNF parce que finalement j'ai l'habitude de donner un anti-TNF. Et là où l'intelligence artificielle pourra être intéressante, c'est pour pouvoir prélever le sang du malade, analyser les gènes, les protéines, plein de choses sur le plan fondamental, intégrées avec la clinique, intégrées avec les données de radiographie, intégrées avec plein de choses, et puis finalement, la machine nous dise, suivant le profil de la génétique, le profil, etc., le meilleur traitement serait celui-là. Donc on arrêterait de faire les choses de manière empirique en se disant, on donne parce qu'on a l'habitude, parce que je sais que ça marche pas mal dans la maladie, à se dire, non, là chez ce malade qui a cette génétique, qui a ce type de protéines, qui a ce type de marqueur de l'inflammation, qui a ce type de comorbidité, finalement le meilleur traitement serait celui-là. Et c'est là où l'intelligence artificielle peut nous aider, parce qu'en fait, il va falloir combiner des données très très nombreuses, parce que ce n'est pas le rhumatologue pendant sa consultation qui va analyser les milliers de gènes que va générer la transcriptomique. Et on ne va pas attendre non plus des mois l'analyse transcriptomique avant de commencer un traitement. Il faut le commencer très rapidement. Vous avez vu, il faut traiter vite pour éviter que ça s'abîme, les articulations s'abîment. Donc vraiment, l'intégration de l'intelligence artificielle pour ce genre de choses, pour très rapidement donner une réponse à partir des données de la recherche et l'intégrer avec les données du soin, c'est quelque chose, à mon avis, qui pour nous serait très 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 important. Donc ce n'est pas encore pour demain, mais il y a plein de réflexions quand même qui vont dans ce sens. L'idée étant de personnaliser l'approche et non pas de donner un traitement
juste parce que dans les études thérapeutiques, ça a marché. Donc il y a plusieurs problèmes. Quand on touche sur le big data, sur l'intelligence artificielle, il va y avoir plusieurs problèmes. Alors c'est vrai que la Société européenne de rhumatologie commence à s'intéresser, à commencer à lister un peu les problèmes possibles et les solutions de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ils ont déjà, première étape, c'est de collecter les données. Je vous ai dit, il y a énormément de données qui peuvent être collectées, ce qu'on appelle le big data. Donc là, il y aura bien sûr l'aspect éthique, parce que jusqu'où on va collecter les données, jusqu'où on va dans votre vie privée pour aller chercher les données pour les collecter, jusqu'où vous allez accepter. Donc ça, c'est un premier point. Donc l'éthique sera quelque chose de majeur. Puis après, ça va être très hétérogène en fonction des malades. Et puis après, il va y avoir aussi des problèmes d'accès. Donc il y a des solutions qui sont en train de se dessiner. Pareil sur l'intelligence artificielle, la limite actuelle, c'est que c'est des statistiques qui sont complètes. On est incapable, nous, de gérer ces méthodes statistiques. Il nous faut des bioinformaticiens avec une formation dédiée. Donc ça, c'est une limite. Et donc après, des solutions entre comparaison, valider des méthodes et avoir les bonnes personnes pour le faire, c'est ce qui est proposé. Et puis après, il va falloir interpréter les résultats parce que vous avez une tonne d'informations qui va arriver. Il va falloir trier et sélectionner ce qui va être le plus pertinent. Et ensuite, bien sûr, le valider. Donc vous voyez, c'était quelque chose qui est pris au sérieux par la Société européenne de rhumato, qui commence déjà vraiment à s'intéresser à cette problématique d'intelligence artificielle. Alors après, la question qui était posée, je vous ai dit là pour l'instant ce qui existe, ce qu'on est capable de faire. Alors après, est-ce qu'un robot, comme le robot chien là, que vous avez vu, va nous remplacer le jour de la consultation pour vous recevoir et prendre la décision à notre place? Bon, probablement pas. Déjà, tout d'abord, il y a plusieurs choses où clairement le robot ne sera pas à la hauteur. Déjà, sur le diagnostic, le robot, tu as un examen clinique, pour l'instant, ça va être un petit peu compliqué. On peut lui donner des données, mais ces données reposent sur l'examen clinique et sur l'interrogatoire du rhumatologue. Donc, pour l'instant, le robot n'est pas capable d'effectuer les examens physiques. Donc là, on a besoin de l'humain pour faire l'examen et interpréter les tests de laboratoire. Mais je trouve que c'est intéressant cette thématique parce que je trouve, à titre personnel, il faudra demander aussi à Corinne ce qu'elle en pense, c'est que finalement l'examen clinique, c'est quelque chose qui se perd un peu avec les générations. C'est-à-dire nos maîtres, entre guillemets, étaient des fantastiques cliniciens et on a l'impression finalement qu'on se base beaucoup sur les examens complémentaires et le sens clinique, on a tendance un peu à le perdre. Et je dirais, il ne faut pas trop le perdre parce que si on a, entre guillemets, l'intelligence artificielle, etc., qui est capable de faire des diagnostics à partir de... On est quand même, l'examen clinique reste l'apanage du rhumatologue et pour nous, ça doit nous forcer à être de très très bons cliniciens et continuer à faire des examens physiques de qualité et savoir interpréter ce que l'on observe à l'examen. Donc ça, c'est très important, même si on a moins de temps en consultation, même si on est toujours pris, il faut qu'on persiste à garder un examen physique de qualité. Donc l'intelligence artificielle, elle peut aider à analyser les données médicales, mais elle aura du mal à faire l'examen clinique et à prendre en compte tous les aspects. Et puis ensuite, la prise de décision. C'est vrai que même si la machine peut aussi participer à la prise de décision, le rhumatologue reste au centre parce que lui, il va avoir l'ensemble du tableau clinique, les symptômes, les préoccupations du malade. Je ne vois pas comment une machine peut intégrer forcément une problématique sociale, une perte d'emploi, la perte d'un proche, une dépression, alors que le rhumatologue a quand même une empathie nécessaire pour intégrer ces préoccupations, pour établir un plan de traitement. La machine, parfois, sur un patient, va proposer quelque chose, mais elle ne va pas prendre en compte que le malade, là, pour l'instant, est opposé à prendre tout traitement parce qu'il y a eu un effet secondaire grave juste avant. Et la machine va bêtement dire « moi, je veux donner ce traitement-là, c'est le mieux ». Et le patient va dire « non, moi, je ne veux pas ». Donc là, il va y avoir une confrontation, alors que le rhumatologue va prendre en compte le fait qu'il y a eu cet événement et va intégrer ça dans sa décision. Donc l'intelligence artificielle peut fournir des informations utiles, mais la décision finale et la meilleure approche de traitement, ça restera quand même celle proposée par le professionnel de santé. Et puis un facteur quand même clé, et ça c'est ce qu'on disait, ce qui amène le patient à amener la boîte de chocolat au début, c'est qu'il y a quand même une interaction humaine, il y a quand même une qualité d'interaction et d'écoute. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux en tant que rhumatologue sur l'écoute des malades, et parfois on pourrait faire mieux. On est tout à fait d'accord avec cet aspect. Mais voilà, la rhumatologie, ce n'est pas que des aspects simplement médicaux. Il y a quand même une relation et une confiance qui s'installe. Est-ce qu'il y aura le même niveau de confiance entre un homme et une machine qu'entre deux êtres humains? Moi, j'ai quand même un doute. Et l'explication, c'est-à-dire la machine va dire il faut prendre ce traitement, bon, bah, très bien,
mais expliquer les options, les diagnostics, répondre aux questions, aux interrogations, aux craintes, parce qu'il y a quand même beaucoup de craintes au départ sur l'initiation d'un traitement et sur la manière de le faire. Donc là, je ne pense pas que la machine sera capable de le faire. Et puis le soutien émotionnel d'un ordinateur, bon, je crois que c'est un peu du domaine du zéro. Hein. Alors, il vous dira, je vous soutiens, mais bon, ça sera un peu tout. Donc l'intelligence artificielle, aussi bien qu'elle puisse faire, elle n'est pas en mesure de fournir cette interaction humaine, et le caractère empathique, je crois qu'on pourra vraiment l'oublier. Donc c'est pour ça que ce n'est pas, à mon sens, demain que les rhumatologues seront remplacés par les machines. Les machines seront peut-être à nos côtés pour nous aider à prendre peut-être de meilleures décisions thérapeutiques ou à mieux prendre en compte les différents facteurs de votre maladie, mais je pense que le facteur humain restera quelque chose de fondamental dans les années à venir. Donc si on fait un petit peu la synthèse de ça, alors on peut le voir de deux manières, on peut le voir comme une aide, on peut le voir comme une menace, alors peut-être moins en médecine, mais sur certaines professions, clairement, il y a des professions en danger parce que l'intelligence artificielle et la machine peut remplacer certaines professions. Moi, je le verrais plutôt en médecine comme une aide, comme le chirurgien aidé de son robot, comme des possibilités d'intégrer les données de génétique, de recherche dans notre aide à la décision. Et puis de toute façon, ça se développe et ça va arriver qu'on le veuille ou non, avec l'utilisation des nouvelles sources de données, le big data, enfin tout est en train de se développer. Je pense que vous le vivez dans votre quotidien. Il y a un peu de la révolution numérique qui est favorisée par l'intelligence artificielle qui est en cours et je pense qu'on n'y coupera pas. Et puis par contre, ça c'est fondamental, il faut privilégier, même si ça arrive, les aspects éthiques. On est très à cheval sur ça et de plus en plus dans la recherche sur le patient, mais il faut préserver la confidentialité. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle creuse des inégalités d'accès aux soins. Et il faut préserver donc cette égalité, même si l'intelligence artificielle arrive. Et puis, il faut maintenir la relation médecin-malade, c'est fondamental. Moi, j'y crois énormément. Même, on a le droit de ne pas tout savoir quand on est médecin, mais la relation qu'on a avec le malade peut parfois faire en sorte que même s'il n'y a pas toujours les solutions à un instant T, il y a une confiance qui est présente entre le médecin et le malade et qu'après, ça permette de passer certains obstacles compliqués. Voilà, j'en ai terminé, puis je suis bien sûr ouvert à vos questions sur ça. Merci beaucoup. Merci, professeur Avouac, pour cet exposé sur l'intelligence artificielle. On a compris que ça améliorerait le diagnostic, que ça améliorerait certaines décisions thérapeutiques. Et en même temps, on voit que l'importance de la relation médecin-malade reste essentielle. Et c'est ce qu'avait développé tout à l'heure le professeur Schaverbeck dans son exposé sur les interventions non médicamenteuses. Il a effectivement développé l'empathie comme vous et même le contact. L'importance du contact, il nous a parlé d'une étude qui montrait l'effet du contact sur la manière de supporter la douleur. Et finalement, c'est rassurant de se dire quand même que des experts comme vous s'interrogent toujours sur ce côté humain de la relation médecin-malade et tout en profitant des évolutions technologiques. Donc là, on va passer à une séance de questions avec la salle, mais moi, j'en ai une à vous poser actuellement. Comment est-ce que l'intelligence artificielle intervient dans votre pratique et si oui, comment ? Alors pour l'instant, c'est très limité l'intervention sur la pratique. Alors, on a des projets en cours. Notamment des projets d'aide à la décision pour le traitement dans la polyarthrite, ce que je vous disais. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours, mais plutôt encore dans le domaine de la recherche, pas dans le domaine de l'application dans les soins. Après, on a quand même on voit apparaître sur les radiographies un petit peu l'intelligence artificielle commence à essayer de faire de l'analyse d'images. Ça, on commence à le voir arriver aussi. Pour l'instant, ça reste limité aux fractures, ça reste limité à ce que je vous ai montré. On n'applique pas encore dans notre routine des algorithmes d'intelligence artificielle pour l'analyse des radiographies. On le fait encore nous-mêmes. Après, il faut voir que là où c'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est l'informatisation de plus en plus des dossiers médicaux. On est de plus en plus informatisé sur les tâches administratives
et sur le fait que maintenant on travaille sur des systèmes d'information, le dossier électronique, tout est un peu centralisé. Et voilà. Donc c'est là où vraiment sur le soin c'est apparu. Après il y a énormément de limites à l'utilisation de ça. Et après ce qui sera intéressant, mais est-ce que nos systèmes pourront le permettre, c'est d'intégrer ce système d'information avec le dossier du malade, avec des bases de données de recherche, etc., et que l'intelligence artificielle nous permette de réunir ces deux éléments. Mais pour l'instant, je vous dirais que sur notre quotidien, l'impact de l'intelligence artificielle reste très limité. Balbutiant. Mais il y a plein de réflexions. On a une réflexion, on a des élections là, à l'hôpital pour la commission médicale d'établissement, et parmi les projets des candidats, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour des tâches administratives répétitives, par exemple. Donc c'est des choses qui, quand même, après, pourraient arriver au quotidien dans le futur. Merci. Alors, des questions dans la salle ? Oui, ici. Merci beaucoup pour votre exposé. Donc, moi, je m'interroge quand même sur le fait les points de vigilance au niveau des postes. On voit les secrétaires qui disparaissent, c'est les médecins qui font le travail à leur place. Et je vois personnellement, ma rhumatologue, elle est maintenant sur son ordinateur en permanence, elle ne prend plus ma tension. On a l'habitude, on est en confiance, mais elle me touche plus. Donc, vous voyez, donc c'est quand même des interrogations qu'on a par rapport à l'intelligence artificielle. Je vois bien qu'il y a des choses qui... Mais bon, aussi, perdre l'habitude d'analyser les radios, ça me paraît tout ça un petit peu dangereux. Je sais que c'est un fait de société, ouais. Mais bon, je m'interroge là-dessus. C'est une excellente... c'est que des excellentes remarques que vous avez fait. C'est l'impression que j'ai aussi, dans le sens où nous on le voit indirectement, mais on a nos internes par exemple. Moi j'ai l'impression, c'est vrai que moi quand je passe dans nos internes, ils sont constamment sur l'ordinateur en train de taper. Et ce que la remarque que vous faites sur « elle ne me touche plus », ça pose quand même question, parce que normalement l'examen clinique, ça fait partie de la base de notre exercice. Sinon on n'a qu'à faire de la télémédecine, c'est-à-dire on vous voit sur écran interposé, il n'y a pas d'examen clinique. Donc non, on a besoin encore de l'examen clinique en rhumato, on a besoin de l'interaction humaine. Donc vous avez raison sur ces points-là. Et puis c'est vrai que je pense que même si on développe pour l'imagerie, même si on développe des algorithmes et qu'on a l'intelligence artificielle, c'est quand même l'homme qui doit apprendre à la machine à reconnaître correctement. Si les gens ne savent plus interpréter une radio, ils vont apprendre n'importe quoi à la machine et la machine fera n'importe quoi derrière. Donc on doit quand même garder une qualité d'apprentissage pour tout ce qui est analyse des radiographies, des examens complémentaires. Les rhumatologues font beaucoup d'échographies, savent interpréter. Donc je pense qu'il faut qu'on garde une qualité, parce que sinon on apprendra n'importe quoi aux machines. Et il n'y aura aucun intérêt. Mais vous avez raison, il y a plein de points de vigilance. Et il faut ne pas s'enfermer effectivement derrière un écran pendant la consultation, même si vous avez raison, c'est beaucoup les rhumatos qui tapent leur courrier, les secrétaires ne tapent quasiment plus rien à l'heure actuelle, tout à fait, elles font de la relecture, elles ont d'autres tâches médico-administratives, mais c'est vrai que la frappe ne fait plus tellement partie de leur priorité à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est beaucoup, on délègue de plus en plus aux médecins des tâches, et c'est vrai qu'ils retirent un petit peu des tâches du soin, et donc... il ne faut pas qu'on arrive à ce genre de dérive du passer pendant 15 minutes derrière un écran, et c'est difficile, je suis d'accord avec vous, il faut garder un temps d'examen clinique, il faut garder un temps d'interaction, et pas que le rhumato soit derrière un écran et ne fasse rien d'autre que ça. Vous avez tout à fait raison. Merci pour ces interrogations en forme de commentaires. Une autre question dans la salle ? Non ? Ah, là-bas. Oui. Attendez, on vous amène le micro, là on n'entend pas. Merci. Merci pour votre topo. Je voulais juste savoir si les rhumatologues étaient réellement ouverts à l'intelligence artificielle dans la pratique courante. Après, vous êtes à l'hôpital, vous êtes PUPH, vous travaillez du coup dans la recherche et tout, mais je veux dire pour les rhumatologues de ville, est-ce qu'ils sont forcément ouverts à ce genre de nouvelles technologies ? C'est une bonne question, je pense que ça doit dépendre beaucoup.
Alors, oui, l'âge, effectivement, j'entendais, il y a un facteur âge qui peut... Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de rhumatologues qui s'approchent de l'âge de la retraite. C'est une bonne remarque. Après, à un moment donné, ils seront obligés de façon d'y venir si ça prend de plus en plus de place. Mais pour l'instant, c'est vrai que ceux qui sont sensibilisés, c'est plus les rhumatologues, comme vous l'avez dit, hospitaliers, ou ceux qui ont une certaine appétence pour ça, parce que même à l'hôpital, on peut très bien se passer d'intelligence artificielle pour l'instant, hein. Donc ça reste du domaine de la recherche. Il y a certains rhumatologues qui sont passionnés par cette thématique et qui les intéressent beaucoup, tout ce qui est big data, tout ce qui est comment intégrer. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu moins. C'est très variable en fait. Il y a pas de... Mais c'est vrai que c'est plus probablement à l'hôpital pour l'instant et en ville. Mais bon, en ville, il y a la télémédecine quand même qui s'installe maintenant. Il y a quand même des choses qui arrivent et qui font qu'on est un peu obligé de s'y intéresser, même un peu en partie. Une autre question ici. Il y avait une... Là. Ah, pardon. Oui, il existe déjà des banques de données, oui. en anapathe, oui, en hémato, etc. On peut imaginer que pour les rhumatologues, ce serait quand même drôlement bien d'avoir sur son ordinateur avoir accès à ces banques de données qui l'aident au diagnostic. Oui, ça c'est mon rêve. Hein. Ça existe déjà par ailleurs, mais c'est vrai que pour le rhumatologue d'imagerie... Oui, vous avez raison. Hein. Ah non, c'est une excellente remarque. Même sans penser à tout ce qui est génétique, etc., rien que le fait que quand le rhumatologue arrive, allume son écran et pour un patient, le système d'information lui permet d'avoir de manière très synthétique les éléments majeurs sur la maladie, les derniers éléments d'activité de la maladie, le résultat des dernières radios, et pas avoir à chercher à droite, à gauche quelque chose de très... et de pouvoir... déjà, rien que ça serait déjà fantastique. Et c'est vrai que ça pourrait être simplement des bases de données qui existent déjà. Il y a des bases de données à différents échelons, l'échelon d'un service, d'un hôpital, de toute l'assistance publique, par exemple, des hôpitaux de Paris, et même des bases nationales, internationales. Donc on pourrait imaginer qu'avec les données incluses dans ces bases, ça arrive dans le système de l'ordinateur du rhumatologue et ça lui donne pour chaque malade des données qui lui permettent de réfléchir et d'aller plus vite dans sa décision plutôt que d'aller chercher à droite à gauche en disant ça j'ai plus, mais ça fait combien de temps déjà que votre maladie vous l'avez, les traitements je les ai pas, il faut que j'aille voir à droite à gauche, vos ordonnances. Donc c'est vrai que ça pourrait nous aider déjà à mieux structurer la consultation et c'est vrai que ça serait un outil, mais rien que pour faire ça, pour avoir essayé de le faire, c'est déjà très compliqué parce que les systèmes d'information ils ont du mal à évoluer, c'est quelque chose qui est assez... Et puis, il y a énormément d'administratifs, il y a énormément de couches de personnes qui s'occupent de ça, qui solliciter, à quel moment, et puis quand on a la bonne personne, il dit c'est pas possible, c'est trop compliqué, il faut de l'argent, et puis donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça serait fantastique. Je suis d'accord avec vous. Bien, nous allons nous arrêter là. Ça va être l'heure de la pause. Merci beaucoup, professeur Avouac.